Bienvenue sur Io, l'une des 4 plus grandes lunes de Jupiter. Un monde terrifiant et inhospitalier, couvert d'énormes lacs de lave en fusion, plus grands qu'une ville entière. Il y a des centaines d'éruptions volcaniques qui dépasseraient un gratte-ciel. Oh, et sa surface est constamment déchirée par la force gravitationnelle de Jupiter. En bref, Io, c'est... Attends, vous m'envoyez là-bas, pas vrai? J'y viens. Laisse-moi finir l'introduction. Tu peux patienter une seconde? Ah oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, Io n'est pas exactement l'endroit qui aurait 5 étoiles sur TripAdvisor. Sérieusement, pourriez-vous même passer 5 secondes sur Io? C'est ce que je craignais. Heureusement pour vous, vous n'aurez pas à le découvrir. Parce que nous envoyons notre membre de l'équipe Chase explorer ce paysage infernal. Génial! Un enfer et une mort presque certaine. C'est super, non? Avant de vous soucier de ce qui vous attend à la surface de Io, vous devez trouver comment vous y rendre. Avec l'orbite elliptique de Jupiter, la distance entre Terre et cette géante gazeuse varie. Mais même lorsqu'elle est la plus proche de nous, Jupiter reste à 588 millions de kilomètres. Il a fallu 1 an, 1 mois et 9 jours à la sonde New Horizons de la NASA pour s'y rendre. Et c'était le voyage le plus rapide jamais réalisé. C'est tout? 1 an, ce n'est rien pour ce voyage. Et New Horizons était une sonde spatiale interplanétaire qui ne transportait aucun humain à bord. Avec tout l'équipement supplémentaire comme les systèmes de survie et les réserves de nourriture qui alourdissent le navire, ce voyage prendrait beaucoup plus de temps. Il s'agirait d'environ 2 ans et demi, à moins bien sûr que vous ne voyagiez à la vitesse de la lumière. Auquel cas, ça ne vous prendrait que 33 minutes. Parfait! Rico, dis-moi qu'on voyage à la vitesse de la lumière. Hypothèse incorrecte. Je crois que j'ai pas bien entendu. On va à la vitesse de la lumière, oui ou non? Négatif. Je te suis pas. Ce vaisseau ne se déplace pas à la vitesse de la lumière. Oh non. Hors de question que je meure sur cette lune. Si je résume, il fait chaud, il y a des volcans et c'est une planète très instable qui pourrait m'écraser à tout moment. Cette fois, je suis prêt. Je sais exactement où trouver l'équipement de protection dont j'ai besoin. Un endroit si épique et étonnant que seules quelques personnes connaissent son existence. Là, on parle. Je me suis procuré une combinaison thermique capable de résister à des températures allant jusqu'à 1000 degrés. Je suis paré pour affronter ces volcans. Je le déconseille fortement. D'après mes calculs, combinaison de proximité coupe-feu. Ouais, personne t'a demandé, Rico. Rends-toi utile. Et mets le cap sur Io. Attention, Chase, il y a un volcan! Saviez-vous que Jupiter a entre 80 et 95 lunes? On pourrait penser qu'il y aurait un nombre précis, mais non, les scientifiques les comptent encore. Ils ont clairement beaucoup de temps libre. Un peu comme moi d'ailleurs. Je parie que c'est Io! Enfin! C'est exact. Nous sommes arrivés dans l'orbite d'Io. Ah, cool! Salut tout le monde! On est enfin en orbite autour de Io. Je suis ravi. Alors, qu'est-ce que tu attends, Rico? Fais atterrir ce vaisseau! Calcul d'atterrissage en cours. Ok, rien de tout ça ne semble prometteur. Atterrir sur Io serait difficile. Même si vous arriviez à la surface en un seul morceau, ce ne sera pas un atterrissage en douceur. Le champ magnétique de Jupiter est extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que le champ magnétique terrestre.
Io est à seulement 422 000 km de Jupiter, ce qui signifie que la gigantesque magnétosphère de Jupiter frotte constamment Io. Et pas de façon douce. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Io. Enfin, qu'une partie. Chaque seconde, Jupiter lui arrache littéralement 1 tonne de matière. Toute cette matière suit ensuite Io dans son orbite autour de Jupiter. Ici, la géante gazeuse charge les particules dépouillées de Io avec un rayonnement et transforme ce nuage de particules en plasma. Les scientifiques appellent cela un tor de plasma. Mais soyons honnêtes, c'est juste un énorme beignet radioactif. Ça, c'est mon genre de beignet. Certaines personnes les préfèrent au sucre, d'autres au chocolat. Moi, je préfère un nuage intense de radiation. Tor de plasma. Au fait, Rico, cette combinaison coupe-feu, elle est bien résistante aux radiations, hein? Négatif. J'ai pas bien compris. Non. Cette combinaison coupe-feu n'est pas conçue pour résister aux radiations. Vos chances de survie sont de 0,02%. Super. Que signifie Rico d'ailleurs? Ratio intelligent qualifié? Qualifié commence par un Q. Et ferme-la commence par un F. Bon, d'accord, Rico ne me recommande pas la combinaison coupe-feu. Apparemment, ce n'est pas idéal contre les radiations, ou quelque chose comme ça. Mais devinez quoi? Je n'ai besoin de rester que 5 secondes sur Io pour terminer ma mission. Et cette combinaison m'a déjà fait tuer. Trop de fois. Cette fois, je vais survivre. Séquence d'atterrissage initiée. Eh bien, bonne chance pour arriver à cette surface en constante évolution. L'orbite de la Lune coupe les lignes de force magnétique de Jupiter, transformant Io en un énorme générateur électrique en forme de boule avec une quantité énorme d'éclairs dans la haute atmosphère. Rico? C'est dingue! J'aurais aimé que quelqu'un me montre une simulation pour que je sache à quoi m'attendre! Vous voici sur Io, le monde le plus volcanique de notre système solaire. Vous allez rencontrer beaucoup de volcans, des centaines, tous plus actifs les uns que les autres. Beaucoup projettent de la lave à des dizaines de kilomètres dans les airs. Ah, c'est nul. C'était un atterrissage difficile. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces volcans? J'ai jamais vu un truc pareil. Littéralement, j'ai jamais vu un truc pareil. Tout ça, c'est dû à la force gravitationnelle constante. Pas seulement parce que la plus grande planète du système solaire se trouve juste à côté. Les lunes voisines de Io, Europe et Ganymède, exercent également une pression sur elle. Les gars, j'ai atterri sur Io, mais on a un petit souci. L'atterrissage n'a pas vraiment été en douceur, mais c'est difficile d'atterrir ici. Il y a des volcans et des lacs de lave partout. Il y a toutes ces forces de marée qui tirent sur Io dans toutes les directions. La surface sur cette lune change constamment. Donc, je vais être indulgent avec Rico pour ses calculs. Disons, terriblement incorrects. Bon, il est temps de sortir de ma superbe combinaison coupe-feu. Il faut agir vite, le vaisseau est sur le point de fondre. Avertissement. Température ambiante. 1200 degrés Celsius. Io est une lune glaciale avec des températures de surface moyennes autour de moins 130 degrés. Mais près des innombrables volcans, ça peut grimper jusqu'à 1600 degrés. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un bon casque spatial et de vérifier que ces filtres à air fonctionnent. L'atmosphère de Io est principalement composée de soufre, ce qui n'est pas génial pour ceux qui, disons, aiment respirer. Ah, j'adore respirer. Mais j'adore aussi cette combinaison. Elle est tellement brillante. C'est comme une soirée disco. Vous pensez que vous pourriez passer plus de 5 secondes ici? Oui, je pense que c'est faisable. Je me sens juste un peu... De quoi est composée l'atmosphère déjà?
soufre, ce gaz qui n'est pas recommandé pour la respiration et peut rendre votre voix plus grave. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas survivre plus d'1 minute sur Io. Pas dans cette tenue en tout cas. Après seulement 30 secondes, sans protection adéquate contre les radiations, les températures extrêmes et sans une bonne quantité d'oxygène pour respirer, vous perdriez connaissance. Vos organes cesseraient de fonctionner un à un. Et après 1 ou 2 minutes, vous ne serez plus qu'un souvenir. Comme Chase ici. Où devrions-nous l'envoyer ensuite? Jupiter compte 79 lunes. Et si la Terre se mettait aussi à tourner autour de cette planète? Comment la gravité intense de Jupiter nous affecterait-elle? À quoi ressemblerait notre ciel? Combien de temps pourriez-vous survivre sur une planète gelée pleine de volcans? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre était une lune de Jupiter. Quand vous revoyez un ami de longue date à un endroit improbable, vous vous dites que le monde est petit. Effectivement, notre planète est bel et bien minuscule, surtout lorsque vous vous rendez compte que Jupiter pourrait contenir plus de 1300 fois la Terre. Si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter serait un ballon de basket. Nous avons une lune, Jupiter en a 79 connues. Donc oui, on peut dire que Jupiter est géante. Et graviter autour serait un rêve pour tous les Instagrammeurs. Mais un rêve de courte durée, car chaque jour serait une lutte pour survivre. Ce matin, il fait vraiment très froid. Et ça, c'est parce que Jupiter se trouve à 778 millions de kilomètres du Soleil. Il y aurait donc 25 fois moins de lumière et 25 fois moins de chaleur comparé à ce que nous connaissons aujourd'hui grâce à la position de la Terre. Heureusement, le Soleil est très lumineux. Nous aurions donc toujours un peu de lumière. Mais si nous devions comparer la Terre à la Lune la plus proche de Jupiter, Io, une journée durerait environ 40 heures. Bien sûr, cela n'aurait pas vraiment d'importance, car si vous étiez né sur la Terre-Lune de Jupiter, vous grandiriez probablement sans connaître la lumière du Soleil. L'attraction gravitationnelle des autres lunes proches de Jupiter et de la planète elle-même générerait des forces de marée extrêmes ainsi que beaucoup de chaleur au centre de notre planète Lune. Cela explique pourquoi l'atmosphère de Jupiter est à environ moins 145 degrés, alors que la température de son noyau est plus chaude que la surface du Soleil. Alors oui, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans un monde où si vous ne mourrez pas de froid, alors peut-être qu'un tremblement de terre, un tsunami ou une éruption volcanique finira par vous avoir. C'est soit ça, soit vous serez cuit sur place. Le champ magnétique de Jupiter est 10 fois plus puissant que celui de la Terre et émet 1 million de fois plus de rayonnement. Donc, si vous voulez survivre sur la Terre-Lune de Jupiter, vivre sous terre est votre meilleur pari. Une année sur Terre équivaut à 1 mois sur Jupiter, puisqu'il lui faut 12 ans pour faire le tour du Soleil. Chaque mois, la planète est frappée par environ 12 à 60 comètes ou astéroïdes. Quelle que soit leur taille, leur impact est beaucoup plus important, car l'attraction gravitationnelle de Jupiter accélère ces objets à une vitesse de collision de 216 000 km/h minimum. Si la Terre devenait l'une des lunes de Jupiter, nous serions dans la ligne de mire. En tant que planète beaucoup plus petite, nous pourrions moins absorber ce genre d'impact. Vous avez fait de votre mieux pour vivre sous terre, mais il n'y a plus d'endroit où aller lorsqu'un gros astéroïde anéantit votre maison. Merci d'avoir participé à ce défi. Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. Mais honnêtement, vous vous attendiez à quoi? Un raisin contre un ballon de basket? Ce n'est pas très équitable. Je vous félicite tout de même pour votre style, votre courage et surtout votre curiosité. 11 fois plus grosse que la Terre. Plus de 300 fois plus massive. Et 1 million de fois plus terrifiante. Jupiter ressemble à une belle boule de nuages tourbillonnants, mais son cœur constitue un enfer gazeux. Et si les choses prenaient une autre tournure pour la reine du système solaire? Et si Jupiter n'avait pas du tout été une géante gazeuse? Et si, au contraire,
elle avait été une géante rocheuse. À quoi ressemblerait sa surface? Qu'est-ce qui pourrait rendre ce monde habitable? Et que se passerait-il si vous essayiez de marcher à sa surface? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter était une planète rocheuse. Jupiter est vieille. Elle a environ 4,5 milliards d'années. À l'origine, il s'agissait d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière qui s'est transformé en un noyau planétaire assez volumineux. Avec le temps, le noyau de Jupiter s'est agrandi et a attiré de plus en plus de roches, de glace et de métal. Mais Jupiter n'allait pas devenir une planète rocheuse pour autant. Non. Elle avait énormément faim de gaz. La puissante force gravitationnelle de Jupiter a attiré d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium qui l'ont transformée en majestueuse géante gazeuse que nous connaissons aujourd'hui. Et si les choses s'étaient passées autrement? Ben oui, et si? Et si, à la place du gaz, Jupiter avait continué à aspirer des matériaux rocheux jusqu'à devenir le monde terrestre le plus massif du système solaire? Serait-ce été la fin sur la surface de cette Jupiter rocheuse? Votre corps subirait une attraction gravitationnelle si forte que vos os se briseraient. Votre cœur battrait à tout rompre, à force de pomper votre sang. Et comme votre sang s'accumulerait dans le bas de votre corps, vous subiriez des vertiges et des étourdissements. De toute façon, ce ne serait peut-être pas une bonne idée de marcher sur cette version de Jupiter. Le reine rocheuse du système solaire attirerait désormais encore plus de lunes et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux se trouveraient sur une trajectoire de collision avec la géante rocheuse. Mais alors à quoi ressemblerait sa surface? Hormis les collisions incessantes avec des astéroïdes, ce serait un endroit plutôt agréable à visiter. À condition de pouvoir marcher dessus, bien sûr. Jupiter la rocheuse se trouverait toujours en dehors de la zone habitable du système solaire. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait d'un monde glacé. Jupiter est gigantesque. Et la Jupiter rocheuse pourrait retenir une grande quantité de chaleur interne des suites de sa formation. Ainsi, bien qu'elle soit beaucoup plus éloignée du Soleil que la Terre, la Jupiter rocheuse pourrait présenter des températures de surface similaires à celles de notre planète. Elle pourrait même avoir des océans chauds. La gravité de la Jupiter rocheuse pourrait être à l'origine d'une atmosphère très épaisse. Or, les mondes dotés d'une atmosphère épaisse ont une pression atmosphérique élevée. Cela signifie que le point d'ébullition de l'eau sur cette géante rocheuse serait plus élevé que sur Terre. Et les océans pourraient donc avoisiner les 200 degrés Celsius et rester liquides. Je vous déconseille de vous y baigner. Même si vous pouviez marcher sur Jupiter, vous ne pourriez pas y respirer. L'atmosphère de la géante gazeuse est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Si l'atmosphère rocheuse de Jupiter était également composée d'hydrogène et d'hélium, elle ne serait pas respirable. Et puis, il y aurait les orages. Et oui, il y a déjà d'énormes orages sur Jupiter. Et la Jupiter rocheuse ne serait pas une exception. Si on y trouvait également des volcans actifs qui crachent des cendres et de la lave, les orages y seraient encore plus intenses. Les volcans pourraient toutefois représenter une bonne nouvelle pour la planète rocheuse. Les gaz qu'ils dégagent pourraient modifier l'atmosphère de la planète rocheuse et la rendre habitable. Si ce n'est pour nous autres, ce serait pour d'autres formes de vie. Et ces autres formes de vie pourraient être terrifiantes. Elles pourraient être plus grandes et plus fortes que les dinosaures afin de pouvoir résister à l'énorme gravité de Jupiter. Ou bien il pourrait s'agir de minuscules microbes vivant sous la surface rocheuse. Mais c'est évidemment beaucoup moins enthousiasmant. De retour chez vous, vous ne pourriez pas profiter de cette vue très longtemps. En effet, l'augmentation de la gravité de Jupiter repousserait notre planète hors de son orbite stable. Ce qui changerait radicalement notre climat. La Terre pourrait être rapprochée du Soleil, ce qui la transformerait en un monde chaud et infernal. Ou nous pourrions être éloignés du Soleil et gelés. Dans tous les cas, ce serait une mauvaise nouvelle pour vous. Et la Terre ne serait pas la seule planète poussée hors de son orbite. Tout le système solaire plongerait dans le chaos. Les planètes et les lunes seraient déviées de leur trajectoire et certaines entreraient en collision les unes avec les autres. Tout serait désordonné. Il ne resterait plus qu'à espérer que rien ne s'écrase sur la Terre. Un phénomène incroyablement étrange est en train de se produire.
Une mystérieuse perturbation gravitationnelle bouleverse notre système solaire. Jupiter se dirige désormais à grande vitesse vers le Soleil. Que se passerait-il si une géante gazeuse entrait en collision avec une étoile encore plus massive? Comment Jupiter parviendra-t-elle au centre de notre système solaire? Le Soleil deviendra-t-il encore plus grand et plus puissant? Et en quoi cela pourrait-il être une situation potentiellement mortelle pour nous, ici sur Terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Soleil avalait Jupiter. Bon, avant d'assister à la plus grande collision de l'histoire de notre système solaire, il serait intéressant d'explorer des scénarios possibles qui pourraient mener à cet événement. Pour que Jupiter s'écrase sur le Soleil, il faudrait que quelque chose de vraiment extraordinaire se produise. Son orbite devrait être radicalement modifiée par une perturbation gravitationnelle. Et pas n'importe laquelle. Une perturbation énorme. Les coupables les plus probables seraient une étoile errante ou un trou noir passant dangereusement près de notre système solaire. Et ces objets devraient être vraiment gigantesques. Au moins 2 fois plus massifs que notre Soleil. En dérivant dans l'espace interstellaire, ces objets finiraient par interagir avec le champ gravitationnel de Jupiter. Avec une masse environ 318 fois supérieure à celle de la Terre, Jupiter possède un champ gravitationnel étendu. Si cette étoile errante ou ce trou noir exerçait une attraction ou transférait une grande quantité d'énergie cinétique à Jupiter, son orbite deviendrait de plus en plus excentrique. Mais il y a un gros hic ici. D'une manière ou d'une autre, ces gigantesques objets voyous devraient passer à un moment précis où ils n'affecteraient que Jupiter. Sinon, ce ne serait pas la seule planète de notre voisinage à sortir de son orbite et à se diriger vers une mort thermique imminente. Après des milliards d'années en orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 778 millions de kilomètres, Jupiter commencerait son plongeon mortel vers notre étoile. Mais cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Cela pourrait prendre des années, des décennies, voire même des siècles. La géante gazeuse devrait parcourir cette distance immense en accélérant de plus en plus sous l'immense attraction de la gravité du Soleil. Ce phénomène, connu sous le nom de désintégration orbitale en spirale, ferait que Jupiter orbiterait en spirale de plus en plus serrée jusqu'à atteindre l'anéantissement. La phase suivante de cette destruction planétaire se produirait lorsque Jupiter serait suffisamment proche pour être déchiré. C'est ce qu'on appelle la limite de Roche. Et pour un corps aussi grand que Jupiter, cela se produirait à environ 900 000 km du Soleil. À une distance aussi proche, la planète serait probablement verrouillée par les marées, tout comme Mercure. Cela signifie qu'elle effectuerait une rotation complète sur son axe pour chaque révolution complète autour du Soleil. Mais pour que cela se produise avant que Jupiter ne commence à se désintégrer, sa vitesse de rotation devrait également subir des changements importants. Actuellement, Jupiter effectue une rotation complète toutes les 10 heures. Mais pour être vraiment verrouillé par la marée à cette distance, sa vitesse de rotation devrait plus que doubler. Si cela devait se produire, une seule face de Jupiter serait constamment face au Soleil. Et chacun des deux côtés subirait des forces gravitationnelles très différentes. Le côté jour ou le côté proche s'étirant de plus en plus. Jupiter ne ressemblerait plus à une gigantesque sphère gazeuse, mais serait plutôt oblongue et elliptique. On pourrait presque imaginer Jupiter traversant un processus similaire à la spaghettification, comme lorsqu'un objet traverse l'horizon des événements d'un trou noir, bien que de manière moins extrême. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la fin des temps pour notre plus grand voisin. Son atmosphère serait arrachée, formant un anneau incandescent de poussière et de gaz autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et c'est là que le plongeon existentiel de Jupiter deviendrait vraiment intéressant. La planète et le Soleil sont principalement constitués d'hydrogène et d'hélium. Ainsi, au fur et à mesure que Jupiter est absorbé,
le Soleil deviendrait-il plus grand et plus puissant? Étant donné que notre planète se réchauffe déjà à un rythme dangereux, cela pourrait tirer la sonnette d'alarme. Mais ne vous inquiétez pas trop, cette collision n'est pas sur le point de changer grand-chose en termes de production d'énergie du Soleil. Aussi grande que soit Jupiter, elle ne représente qu'environ 0,1% de la masse du Soleil. L'impact ne serait donc pas extrêmement notable. Pendant une courte période, le Soleil pourrait briller un peu plus fort en convertissant toute l'énergie de Jupiter. Ce serait le premier effet que tout ce scénario aurait ici sur Terre. Vous auriez droit à un peu plus de soleil pendant la journée et le ciel nocturne serait un peu plus lumineux lorsque vous regarderiez les derniers jours de Jupiter avant qu'elle ne disparaisse dans le Soleil. L'effet le plus important viendrait du gigantesque vide gravitationnel laissé par Jupiter dans notre système solaire. Pendant des milliards d'années, Jupiter a agi comme un aspirateur cosmique, attirant des comètes et des astéroïdes de toutes formes et tailles. Sans sa présence, la Terre se retrouverait exposée à de nouveaux dangers. Les risques d'impact de gros objets, appelés tueurs de planètes, augmenteraient considérablement. Et ce serait l'un des plus grands risques existentiels pour toutes les formes de vie sur notre planète. Mais les probabilités ne sont que des probabilités, n'est-ce pas? Nous pourrions toujours nous retrouver sur la trajectoire d'un de ces objets cosmiques. Je me demande quels sont ceux qui devraient nous inquiéter le plus. Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si